L'une des leçons essentielles de l'histoire coloniale en Guyane, c'est que le contrôle de la terre est passé par le contrôle des personnes. Ce contrôle-là, c'est fait par deux principaux processus qui s'appellent racisé et genré. C'est-à-dire, ce sont des techniques qu'on a utilisées, des techniques de discours, des façons de classer les gens et d'en parler, qui consistent à écraser les identités singulières des gens et à les enfermer dans des catégories biologiques, race, genre, homme, femme. Et là, ils sont anonymes et muets. On parle pour eux et on les définit de l'extérieur. Et c'est de cette façon-là que racisé et genré arrivent à incarner les identités dans l'apparence physique des personnes. Et ça donne ainsi une réalité multiraciale aux idées déjà préconçues de la société. On s'imagine un monde et on le crée en nommant les gens, en leur attribuant une identité dont ils ne peuvent pas se défaire. À ce moment-là, les différences humaines ils deviennent insurmontables, ils sont ancrés dans la biologie. Il y a un auteur qui s'appelle Gobineau, en 1855, qui a publié un livre qui s'appelle Essai sur l'inégalité des races humaines. Lui, il a pris cette théorie-là, la théorie de la beauté de la forme, comme il l'appelait, pour définir des jugements de valeur esthétique basés sur le physique des gens. Et c'est lui qui a un peu défini le nouveau racisme là, qui a inspiré tous les racistes qui ont suivi après lui jusqu'au nazisme. Alors, il définissait des frontières où la beauté devait nous permettre de comprendre ce qui est proche ou ce qui est loin. C'est-à-dire qu'il y a une répulsion ou un dégoût, un dénigrement de l'apparence, ou c'est attirant et sexualité, et sexualisé. Donc, il y a forme deux niveaux, si on veut, de définition des différences culturelles. Et évidemment, racisé et genré, c'est deux phénomènes qui découlent d'une source particulière, qui est la source chrétienne, où les nouveaux arrivants de la mer, malgré leurs différences nationales, hollandais, portugais, espagnols, etc., français, avaient un même point de vue sur le monde, sur le nouveau monde. C'est le point de vue chrétien. Et dans le christianisme, la beauté est importante. Parce que dans la Bible, on explique que l'homme était fabriqué à l'image de Dieu. Donc, les chrétiens se croient une copie de l'image de Dieu, qui lui-même s'est recopié dans Jésus un jour par la réincarnation. Mais Dieu est parfait. Donc, sa créature devait refléter cette image. La beauté, c'est un don de Dieu. Et la laideur, c'est comme son rejet dans certaines interprétations. L'apparence physique est évaluée selon des critères esthétiques. Racisé et genré, ça découle donc de sources. Et toutes les représentations diffusées de cette image du Dieu incarné, c'est une personne d'apparence scandinave, blond aux yeux bleus, et non pas un oriental brun aux yeux noirs ou cheveux frisés. Évidemment que cette représentation-là diffère de l'image du corps des Amérindiens sur lequel je ne connais pas grand-chose. Mais je pense que pour eux, l'individu n'est pas nécessairement enfermé dans un corps, parce que les récits chamaniques disent comment on peut s'incarner, se transformer dans d'autres corps, animaux par exemple, et que des animaux peuvent aussi se métamorphoser. Donc, la vision du corps n'est pas la même, et les critères esthétiques non plus. Les critères esthétiques, il y en a. Je pense à quelqu'un, un chasseur, qui m'a déjà dit, quand je m'émerveillais devant les oiseaux des flamants roses, plus ils sont beaux, meilleur ils goûtent. C'est-à-dire qu'il y a une relation entre l'esthétisme et la qualité. Donc, les Amérindiens aussi ont tout un univers qui est mal exploré, mais qui existe, mais qui est différent de celui des Européens. Pendant que ceux-là, les Européens, débattaient si les personnes qu'ils avaient rencontrées en Amérique avaient une âme, les Amérindiens se demandaient autrement si ces âmes, les esprits, ils pensaient que les Européens c'était des esprits, s'ils avaient un corps. Vérification faite, après en avoir noyé quelques-uns,
ils ont conclu que c'était bien des êtres vivants humains, donc que ce n'était pas des esprits. Mais les observateurs européens, on peut dire, d'après les études qui ont été faites, et si on peut apporter une conclusion générale, c'est que pratiquement tous les récits des observateurs de Christophe Colomb jusqu'à récemment étaient des obsédés sexuels. Des multiples études sur la nudité amérindienne dans l'imaginaire chrétien, ça a démontré que les Amérindiens, d'une façon globale, ont été genrés. Les observateurs ont manifesté une véritable obsession sexuelle. Même que un grand anthropologue historien hollandais, Peter Mason, qualifie les observateurs de voyeurs. Les gens qui ont rencontré les premiers Européens qui ont rencontré les Amérindiens, ça a changé complètement leur regard. Ils se croyaient au paradis terrestre. Hein? Et ils se sont rendus compte que la nudité amérindienne était une sorte de vision érotique. Et Mason, justement, il dit que les Européens sont devenus des scopophiles. Scope, ça veut dire magnétoscope. Scope, c'est regarder. Les scopophiles, c'est freudien. Ça veut dire avoir un plaisir érotique à regarder le corps des autres. Par exemple, aujourd'hui, la pornographie incarne le regard scopophile. Alors, ils sont devenus des voyeurs. Et donc, la plupart des descriptions qui ont été faites, c'est du point de vue de voyeurs. Les Européens ont non seulement développé ce regard de scopophile, mais ils ont compris qu'il y avait une différence majeure entre eux et les Amérindiens, c'était la notion de pudeur. Eux se disaient habillés. Et donc, le vêtement, ça donnait le critère de la pudeur chrétienne, de la civilisation. Et la nudité, ben, c'était des sauvages, parce que ça caractérisait les gens par leur impudeur, ce qui est tout à fait faux, parce qu'il y a d'autres observateurs de l'époque, comme Jean de Léry, par exemple, qui était très perturbé par la nudité amérindienne et s'est mis à réfléchir sur les vêtements européens, puis comment les vêtements européens, empilés les uns par-dessus les autres, étaient en fait des marques de tentative de pouvoir de séduction, alors que chez les Amérindiens, c'était banal et ça n'avait pas ce sens sexuel que les observateurs pouvaient y voir. Mais l'une des conséquences de ce regard-là, c'est que la nudité amérindienne passait pour un érotisme permanent. L'érotisme, ça ne permet pas de travailler beaucoup, ça. C'est une source de paresse dans leur tête. Et donc, ça les empêchait, les Amérindiens, de travailler vaillamment la terre. Et la solution, c'était évidemment que eux pouvaient s'accaparer du territoire pour le travailler, parce que ça devenait leur devoir de faire cette transition-là. Prenons quelques exemples. Christophe Colomb est défini par Mason et d'autres comme étant le premier voyeur. Quand il est arrivé dans les îles et qu'il a vu des Taïnos, ce qu'il décrit, c'est « Tous vont nus comme leur mère les a mis au monde, les femmes également, quoique j'en eusse vu qu'une seule, fort jeunette, et tous ceux que je vis étaient tous jeunes, de sorte que je n'en vis aucun âgé de plus de 30 ans, très bien fait, avec des corps harmonieux, de très beaux visages, les cheveux presque aussi épais que des crins de la queue des chevaux et courts. » Et là, il décrit se peignent en brun, etc. Ils sont de bonne taille, ils ont de beaux traits, ils sont bien faits, ils ont des jambes très droites, évidemment par rapport aux cavaliers européens qui avaient les jambes arquées, ça devait être remarquable. Tous semblablement, le ventre, ils ont pas le ventre gros, il dit le ventre point gros, mais très bien proportionné. C'est dans son journal de bord, le 492. C'est pas beaucoup, vous allez me dire, dans ce journal-là, sauf que c'est de ça qu'il parle surtout, plutôt que de s'intéresser à toute la dimension géographique, politique, etc., etc. Quand il parle des Indiens, il se concentre sur leur nudité. Et pour donner un autre exemple,
On pourrait l'appeler le grand voyeur. C'est Amerigo Vespucci, c'est lui qui a donné son nom à l'Amérique, son prénom. Lui, il va beaucoup plus loin. Voyez ici, par exemple, il dit témoignage de tous, de l'un ou l'autre sexe, vont tout nus. Ils ne se couvrent aucune partie du corps. Ils vont ainsi tels qu'ils sont sortis du ventre de leur mère, ça se répète, jusqu'à leur mort. Ils ont des corps de grande dimension, musclés, très robustes et bien proportionnés, et d'une couleur qui tire sur le rouge, ce qui est, je crois, la conséquence d'aller tout nus, car ils sont teints par le soleil. Les cheveux, etc., ils sont beaux, ils sont agiles, même s'ils se ravagent le visage en perforant leurs joues, les lèvres, les narines, etc. Mais les femmes, même si elles vont tout nues et qu'elles sont lubriques, elles font aucun défaut, elles n'ont aucun défaut dans leur corps, qui sont beaux et propres. Et elles ne sont pas si grossières qu'on pourrait supposer, car bien qu'elles soient plantureuses, leur partie laide n'est pas apparente, qu'elle est cachée chez la plupart par leur belle stature. Alors, aucune n'avait les seins pendants, et quand elles avaient accouché, la forme et la fermeté de leur ventre ne les distinguaient en rien des vierges. Il en allait de même pour les autres parties du corps que l'honnêteté n'empêche de nommer. Alors ça, c'est Amerigo Vespucci, évidemment. Imaginons un peu quand il revient en Europe et qu'il va à la taverne avec ses amis matelots, qu'est-ce qu'il leur dit sur le physique des Amérindiens. En fait, tous ceux qui ont étudié la nudité amérindienne dans les discours européens concluent que cette obsession sexuelle-là est vraiment accapare leur imaginaire. Petite parenthèse, les Français sont venus au Canada et là, ils ont découvert Lahontan qui est très important ici, les Hurons-Wendat utilisent beaucoup les textes de cet observateur religieux-là, de leurs ancêtres pour définir un petit peu les codes sociaux de l'époque. Et il a écrit un livre, puis il a demandé à des graveurs de faire des dessins à partir des descriptions qu'il avait fait des gens. Et les graveurs ont fait quelque chose qui l'a fâché, mais qui a été très diffusé. Des Indiens nus à moins 30 en hiver. Voyez-vous l'obsession sexuelle qui se répand jusqu'en Nouvelle-France. Un Indien doit être nu. Et là, il y a une photo ici qui vient des archives nationales canadiennes où on voit des Amérindiens l'été avec ce qu'on appelle un bravet, c'est une sorte de cache-sexe, mais qu'en hiver, en réalité, ils portent des magnifiques fourrures, les fourrures pour lesquelles le Canada, le Québec est devenu un petit peu dominé par l'Angleterre pour les forêts, et la fourrure, c'était le gros sujet, le gros objet de la colonisation du Québec. Les magnifiques fourrures que les Indiens portaient abondamment, zibelines ou ce que vous voulez l'hiver. Mais les voyeurs, dans les gravures, eux, ont fait des Indiens nus à moins 30 en raquettes. Ils n'étaient pas capables d'imaginer leur fourrure. Alors là, il y a des dessins avec des Amérindiens, avec des raquettes à neige à moins 30. Et évidemment, le cliché de la nudité amérindienne à la vie dure. Mais en Guyane, pensons en 1892, l'exposition universelle de Paris, où on a amené des familles Caligna là-bas pour les exposer dans leurs vêtements traditionnels, les femmes à poitrine rue, etc. Évidemment, Gérard Collomb a écrit un livre là-dessus, et il y a énormément de commentaires en plus qui ont été faits dans la presse partout sur le lien entre nudité sauvage, polygamie, sexualité débridée, etc. Cette exposition-là visait à donner une propagande, à glorifier l'ultranationalisme français, mais au détriment de l'image des Amérindiens. Le voyeurisme prend aujourd'hui la forme du touriste qui arrive, par exemple, à Voilà, comme ce que j'ai pu observer, quand il était assis chez M. Henry, et sa maison faisait face à celle des Tiuka, où Mme Tiuka avait l'habitude de travailler chez elle avec la poitrine dénudée. Et là, tout à coup, une grosse voiture Mercedes est arrêtée. Ils arrivaient des hâtes, probablement, à voir les tortues. Est arrêtée, et là, avec un long téléobjectif, a commencé à prendre des clichés de Mme Tiuka. Ça a
provoqué une réaction de la famille, du cas d'abord les jeunes qui l'ont vu, et du côté des Henry également, où quelqu'un a sorti une carabine en exhibant bien comme il faut, et sur le fait, la voiture est partie rapidement. Thomas Apollinaire, dans un article dans la revue Nitassinan, avait déjà parlé de ce phénomène-là contre lequel il se battait, c'est-à-dire le voyeurisme des touristes par rapport aux Amérindiens. Le concours de Miss, c'est quelque chose qui amène énormément de critiques, parce que ça ressemble à une mise en scène du corps des femmes. Et ça apparaît comme une aliénation sexiste suprême, c'est-à-dire les femmes sont dépossédées et on les aliène en leur faisant croire qu'elles sont belles puis qu'elles sont faites pour être belles. C'est sûr que ça a tellement été critiqué que on rajoute aujourd'hui d'autres critères d'intelligence scolaire, etc., de politique, etc., mais il reste que ça s'appelle toujours concours de beauté. Est-ce que c'est un spectacle superficiel? Mais mon impression, en regardant celui de Kourou, c'est que c'était une action politique qui avait une profondeur historique, comme on vient de le montrer. C'est un endroit où on confronte les identités, puis un espace de confrontation des identités. On conteste les préjugés coloniaux, comme on vient de voir. On imite les autres, mais en gardant une différence, parce qu'on est critique du genre, parce que la beauté qui est là, c'est pas n'importe laquelle, c'est la beauté amérindienne selon ses critères. Et l'ethnicité également, on se démarginalise, on veut véhiculer une image d'authenticité, donc il y a un aspect nationaliste dans ce concours-là. Alors, le concours de beauté amérindien de Kourou contredit un peu l'idée du discours colonial puis de la modernité en Guyane. Parce que être moderne, c'est par rapport à être pas moderne. Puis n'être pas moderne, dans ce contexte-là, c'est les avancées du progrès par rapport à une situation antérieure, primitive, première. Dans ce contexte, le concours de Miss vient réinventer une tradition. Des formes de danse traditionnelles, samboula, tambour, etc., pour se réinscrire autrement dans le débat et maîtriser une partie du discours. C'est plus les autres qui nous l'imposent, mais on utilise votre véhicule, le concours, pour manifester nos opinions. Donc, les femmes, dans ce contexte, deviennent des sortes d'icônes de l'amérindianité, de l'identité amérindienne. Elles deviennent une allégorie de la communauté. Et donc, la décision de reprendre le contrôle de la nudité des femmes, Kalinia, pour en faire un moyen d'action politique, ça résonne d'une façon particulière quand on compare avec d'autres situations dans le monde où les femmes aussi sont des icônes politiques. Pensons par exemple à l'inverse, habiller les femmes pour les cacher, pour que ça devienne une icône politique dans un univers, par exemple l'univers de certains musulmans. Donc, exposer et cacher le corps des femmes, ça a l'air des apparences culturelles extrêmes, des différences extrêmes. Exposer et cacher le corps des femmes, c'est en apparence créer des différences culturelles extrêmes. Mais c'est la même idée qui est au fond, d'utiliser politiquement le corps des femmes. Il y a un anthropologue américain qui s'appelle Wilk, qui a parlé des structures des différences communes. C'est-à-dire, on diffère, mais pour la même raison et de la même façon, en habillant ou déshabillant les femmes. C'est une idée qui mettrait en avant des similitudes à l'intérieur de la Guyane aussi. Je pensais aux Touloulous, par exemple. Il y a des Touloulous qui sont venus à Québec récemment, et tout habillés, etc. Qu'est-ce qu'on cache? Et qu'est-ce qu'on montre? On se rend compte que la notion d'identité amérindienne, c'est pas fixe. Ça se transforme, mais ça se transforme en gardant un lien avec l'idée qu'on se fait de notre façon d'être, mais dans des contextes nouveaux.
La question qui demeure en suspens et qu'on pourra peut-être discuter à un autre moment, c'est la folklorisation, c'est-à-dire la transformation de coutumes et de pratiques qui avaient un sens dans la religion, dans la vie communautaire, etc., en des spectacles qui ont pour objectif la création d'une identité.